Salut, c'est Cassucef. T'ouvres ton voili. On reprend le cours de notre lecture de Dostoïevski, Souvenir de la maison des morts, chapitre 10, Noël. Enfin, Noël arriva. Dès la veille, les forçats ne firent presque pas de corvée. Les tailleurs et autres gens de métier se rendirent à leurs ateliers, mais les autres allèrent au rassemblement et revinrent presque aussitôt un par un ou par groupe, et après le repas, personne ne bougea plus. D'ailleurs, depuis le matin, depuis le matin, la majeure partie des détenus ne s'occupaient plus que de leurs propres affaires. Les uns complotaient à propos de l'eau de vie à faire entrer, ou à commander encore. Les autres demandaient la permission de voir des amis ou des amies. D'aucuns recueillaient pour les fêtes les petites sommes qu'ils avaient gagnées par leur travail particulier. Baklouchine et les participants au théâtre cherchaient à décider quelques hésitants, surtout parmi les ordonnances des officiers qui pourraient prêter des costumes. Certains allaient et venaient d'un air absorbé et pressé, seulement parce que d'autres étaient pressés et absorbés. Ils n'avaient pas d'argent à retirer, mais se comportaient comme si eux aussi devaient en recevoir. Bref, chacun attendait le lendemain comme un événement extraordinaire. Vers le soir, les invalides revinrent de la ville avec les emplettes des forçats. Ils apportèrent de nombreuses victuailles, de la viande, des cochons de lait, et jusqu'à des oies. Beaucoup de détenus, parmi les plus simples et les plus économes, ceux qui durant l'année entière entassaient leurs sous, se croyaient obligés de desserrer les cordons de leur bourse et de célébrer dignement le réveillon. Noël, pardon, Noël, Noël était pour les forçats une vraie fête qu'on ne pouvait leur retrancher, que la loi leur reconnaissait formellement. C'était un des 3 jours de l'année où on n'avait pas le droit de les faire travailler. Enfin, qui sait combien de souvenirs devaient tournoyer dans l'âme de ces réprouvés à l'approche de Noël. Les gens du peuple ont depuis leur enfance le respect des fêtes solennelles où l'on abandonne le dur labeur pour se réunir en famille. Au bagne, où le retour d'une pareille fête ne pouvait provoquer que de la nostalgie, ce respect prenait quelque chose d'imposant. Quelques détenus seulement se mettaient à voir. La plupart restaient sérieux et comme préoccupés malgré leur absolu désœuvrement. Les bamboucheurs eux-mêmes s'efforçaient de garder un air grave. Le rire semblait interdit. Il régnait dans tout le bagne une atmosphère de susceptibilité, d'intolérance. Quiconque dérangeait, quiconque dérogeait, quiconque dérogeait, même sans le vouloir, à la bonne tenue générale, était rappelé à l'ordre par des cris, par des injures. On se fâchait contre lui comme s'il manquait de respect à la fête elle-même.
comme s'il manquait de respect à la fête elle-même. Cet état d'esprit est aussi remarquable que touchant. Outre la vénération innée qu'il éprouve pour ce grand jour, le forçat perçoit inconsciemment que sa participation à la fête le met en communion avec le reste du monde, que par conséquent il n'est plus un réprouvé, un déchu, une loque dépossédée, que même au fond du bagne il est encore un homme. Chacun sentait cela, et c'était visible, compréhensible. Hakim Hakimic, lui aussi, se préparait activement. Il ne possédait pas de souvenir de famille, puisqu'il avait grandi en orphelin chez des étrangers et commençait à 15 ans son dur service de soldat. Sa vie ne comptait pas de joie particulière, puisqu'il avait passé dans la régularité, la routine et la crainte, et la crainte d'enfreindre le moindre des devoirs imposés. Il n'était pas très religieux, son formalisme ayant absorbé tous ses dons humains, toutes ses passions, tous ses désirs, les bons et les mauvais. Il devait donc se préparer sans fébrilité, sans émotion, sans nostalgie d'aucune sorte. Mais il avait là une occasion d'appliquer sa ponctualité méthodique au devoir qu'impose une fête fondée une fois pour toutes. D'ailleurs, il n'aimait guère à réfléchir. L'importance des fêtes lui laissait la cervelle en repos. Il lui suffisait qu'un ordre fût donné pour le remplir avec une religieuse minutie. Si le lendemain on lui avait commandé juste le contraire, il aurait obéi avec la même docilité et le même soin. Une seule fois dans sa vie, il avait agi de son propre chef, ce qui l'avait amené au bagne. La leçon n'était pas perdue. Tout incapable qu'il fût de comprendre en quoi considérait sa faute, il avait tiré de son aventure une règle salutaire. Ne jamais raisonner. Raisonner n'étant pas son affaire. Aveuglément dévoué aux formes, il considérait avec un préalable respect le cochon de lait qu'il avait farci de sarrasin et rôti de ses propres mains, car il savait même cuisiner. Il ne le regardait pas comme un simple cochon de lait qu'on peut toujours acheter et rôtir, mais comme un animal qu'on élève spécialement pour fêter Noël. Sans doute habitué dès l'enfance à voir figurer un cochon de lait sur la table de Noël, en avait-il conclu que cet animal était indispensable aux réjouissances d'un tel jour. Pour ma part, je suis persuadé que s'il n'avait pu en manger pour le réveillon, ce devoir non rempli lui aurait donné des remords de conscience pour le restant de sa vie. Il portait jusqu'alors une vieille veste et un vieux pantalon qui, malgré des raccommodages soignés, arrivaient au dernier degré de l'usure. Je découvris qu'il gardait depuis 4 mois, soigneusement plié dans son coffre, son uniforme neuf à seule fin de les traîner à Noël.
La veille de ce grand jour, il le sortit, l'étala, le considéra, le brossa, souffla dessus, l'examina couture après couture, et enfin l'essaya pour se rendre compte de l'effet. Il constata que son uniforme lui allait bien, qu'il était convenable, que les agrafes fermaient jusqu'en haut, que le col raide, comme un carton, faisait tenir le menton levé. Le vêtement avait dans sa coupe quelque chose de militaire, et Hakim Hakimich, avec un demi-sourire de contentement, se tourna et se retourna, non sans vivacité, devant sa petite glace, dont il avait doré les bords depuis longtemps à ses moments de loisir. Seule une agrafe du col ne semblait pas tout à fait à sa place. Hakim Hakimich s'en aperçut et résolut de la déplacer. Après l'avoir recousue, il essaya de nouveau sa veste et la trouva irréprochable. Alors, l'esprit rassuré, il replia son costume et le remit soigneusement dans son coffre. Il avait la tête bien rasée, mais après un sévère examen dans sa glace, il manqua que le dessus de son crâne n'était pas faire. Il remarqua que le dessus de son crâne n'était pas parfaitement lisse. On y aperçait des cheveux à peine repoussés. Il alla aussitôt trouver le major pour se faire raser tout à fait à l'ordonnance. Personne ne songerait à le passer en revue le lendemain, mais il agissait ainsi par acquis de conscience pour remplir tous ses devoirs envers la fête. Depuis son enfance, il portait gravé en lui la vénération du bouton, de la ganse, de l'épaulette. Son esprit était attaché à cette marque extérieure du devoir impérieux. Il la chérissait en son cœur comme l'image de l'élégance la plus parfaite qu'un homme comme il faut pût ambitionner. Après avoir procédé à toutes ces vérifications, il fit en sa qualité de prévôt apporter du foin dont il surveilla méthodiquement la répartition sur le plancher. On procédait à la même opération dans les autres chambrées. Je ne sais pour quelle raison on jetait à Noël du foin sur le sol. Tous ces travaux achevés, Hakim Hakimich récita ses prières, s'étendit sur sa couchette et s'endormit aussitôt du sommeil paisible de l'enfance pour se réveiller le plus tôt possible le lendemain. C'est d'ailleurs exactement ce que firent tous les détenus. C'est exactement d'ailleurs ce que firent tous les détenus. Dans toutes les chambrées, on se coucha beaucoup plus tôt que d'habitude. Les travaux ordinaires de la veillée furent abandonnés. Quant au Maïdan, il ne pouvait même pas en être question. Chacun vivait dans l'attente du lendemain. Enfin il arriva, de bonne heure avant l'aube. On battit la diane, on ouvrit les casernes, les sous-officiers venus pour faire l'appel nous souhaita une bonne fête. On lui répondit d'un ton affable par un souhait semblable. Leur prière expédiée, Hakim Hakimich et plusieurs autres se précipitèrent à la cuisine pour surveiller la cuisson de leur roi ou de leur cochon de lait. Dans l'ombre, à travers les petites fenêtres aveuglées par la neige et la glace, on voyait flamber les deux cuisines dont les 6 fourneaux, allumés bien avant le jour, brûlaient d'un feu clair.
Dans la cour obscure, les détenus passaient, leurs demi-pelisses jetées sur l'épaule, tous attirés par les fourneaux. Quelques-uns, mais peu nombreux, quelques-uns, mais peu nombreux, avaient déjà eu le temps de faire visite au cabaretier. C'étaient les plus impatients. La plupart se comportaient avec dignité, avec décence, beaucoup mieux qu'à l'ordinaire. On entendait personne jurer ou se quereller comme de coutume. Tous comprenaient la grandeur, la solennité de la fête. Certains se rendaient dans les autres casernes pour présenter leurs souhaits à leurs connaissances. On percevait en eux un sentiment qui ressemblait à de l'amitié. Soit dit en passant, les forçats ne s'attachent à personne. Il est bien rare d'en voir un se lier avec un autre. L'affection n'existait presque pas parmi nous. Les relations entre détenus restaient dures, sèches. C'était le ton adopté et réglé une fois pour toutes. Quand je sortis à mon tour de la caserne, le jour commençait à poindre. Les étoiles pâlissaient. Une fine buée congelée sevelait de terre. La fumée sortait en véritable colonne par les cheminées des cuisines. Les quelques détenus que je rencontrais vinrent d'eux-mêmes me souhaiter gentiment bonne fête. Je les remerciai et leur rendis leurs souhaits. Certains m'adressaient la parole pour la première fois. À la porte des cuisines, je fus rejoint par un détenu de la section militaire, sa peau de mouton jetée sur les épaules. Du milieu de la cour, en m'apercevant, il m'avait appelé. À la porte des cuisines, je fus rejoint par un détenu de la section militaire, sa peau de mouton jetée sur les épaules. Du milieu de la cour, en m'apercevant, il m'avait appelé. Alexandre Petrovitch, Alexandre Petrovitch. Il se précipitait vers les cuisines. Je m'arrêtai pour l'attendre. C'était un jeune gars, au visage rond, au regard calme, très peu causeur. Il ne m'avait jamais encore adressé la parole, ni même prêté la moindre attention. Et je ne savais même pas son nom. Il accourut tout essoufflé et resta planté devant moi, à me sourire et à me considérer avec des yeux stupides. Que voulez-vous lui demandai-je, non sans étonnement, en voyant qu'il ne bougeait pas et me regardait sans trouver un mot. Mais c'est fait, marmotta-t-il enfin, et se rendant compte qu'il n'avait rien de plus à dire, il me quitta pour se précipiter dans la cuisine. Je naîtrai ici que depuis lors, et jusqu'à la fin de ma détention, nous ne sommes presque plus jamais rencontrés. Dans la cuisine, autour des poêles chauffés au rouge, une vraie fourmilière se démenait. Chacun surveillait son bien,
tandis que les cuisiniers préparaient l'ordinaire, car ce jour, l'heure du repas était avancée. Cependant, personne ne se mettait à table, malgré le désir de certains. On attendait le prêtre, le jeûne ne devant cesser qu'après sa visite. Il ne faisait pas encore complètement jour, il ne faisait pas encore complètement jour, que déjà de l'autre côté de la grande porte s'élevait le cri du caporal appelant les cuisiniers. Le même cri retentit à tout instant pendant près de 2 heures. Il s'agissait de recevoir les aumônes envoyées de tous les coins de la ville. On emportait, on apportait, pardon, on apportait en quantité énorme des croissants, des miches de pain, des ramequins, des crêpes, des gâteaux de toutes sortes. Je pense qu'il ne resta pas dans toute la ville une marchande ni une bourgeoise qui ne envoyait, en guise de souhait de bonne fête, son aumône aux malheureux. Certaines aumônes étaient opulentes, par exemple des pains de fleurs de farine, d'autres piteuses, une petite miche de 2 kopecks et de méchantes galettes barbouillées de crème aigre. Cela, c'était le cadeau du pauvre au pauvre. Il y avait mis son dernier kopek. On reçut tout avec la même reconnaissance, sans faire de distinction entre les dons, entre les donateurs. Les détenus qui recevaient les aumônes ôtaient leur bonnet, s'inclinaient pour saluer les donateurs, leur souhaitaient bonne fête et apportaient ce qu'on leur avait remis à la cuisine. Quand on avait amassé de grands tas de pain, on appelait les prévôts. Ils partageaient par parts égales entre chaque chambré. Le partage n'excitait ni querelle ni juron. Il se faisait honnêtement, équitablement. Hakim Hakimich, aidé d'un autre détenu, nous distribua ce qui revenait à notre chambré. Ils partageaient de leurs propres mains et nous remettaient à chacun notre loi. Il n'y eut pas la moindre réclamation. Chacun s'estimait content. Nul n'éprouvait de l'envie. Nul ne pensait que les dons avaient été dissimulés ou partagés inéquitablement. Quand il eut terminé ses préparatifs de cuisine, Hakim Hakimich s'habilla avec soin et avec gravité, sans laisser le plus petit crochet dégrafé. Puis il se mit en prière, ce qui dura assez longtemps. C'était surtout les gens âgés qui remplissaient. Surtout les gens âgés qui remplissaient leurs devoirs religieux. Parmi les jeunes forçats, beaucoup se contentaient d'un signe de croix en se levant, même les jours de fête. Sa prière achevée, Hakim Hakimich vint à moi et mes présents. Pardon. Sa prière achevée, Hakim Hakimich vint à moi et me présenta ses souhaits de fête avec une certaine solennité. Je l'invitai à prendre le thé, et lui m'invita à partager son cochon de lait. Un peu plus tard, Petrov se précipita vers moi pour me faire les souhaits d'usage.
Il semblait déjà avoir bu. Un peu essoufflé par sa course, il ne me dit pas grand-chose. Il resta quelques secondes planté devant moi, comme s'il attendait quelque chose, et me quitta vivant pour courir à la cuisine. Dans la prison militaire, cependant, on se préparait à recevoir le prêtre. Cette caserne n'était pas construite comme les autres. Le bas-flanc longeait le mur au lieu d'être au milieu de la salle comme partout ailleurs. Elle se trouvait donc la seule dont le milieu ne fut pas obstrué. On l'avait probablement aménagée, ainsi pour que, dans les cas de nécessité, on puisse y rassembler les détenus. On plaça au milieu de la salle une petite table qu'on recouvrit d'un linge blanc. Puis l'on posa dessus une icône. On alluma la veilleuse. Enfin, le prêtre fit son entrée, portant la croix et l'eau bénite. Après avoir prié et chanté devant l'image sainte, il se plaça face aux détenus qui tous, avec une réelle componction, défilèrent devant lui pour baiser la croix. Le prêtre traversa toutes les casernes qu'il aspergea d'eau bénite. À la cuisine, il fit des compliments sur notre pain, dont on vantait la saveur jusqu'en ville. Aussi les détenus lui en offrirent deux miches qui venaient de sortir du four et chargèrent un des invalides d'aller les porter chez lui. On reconduisit la croix avec le même respect qu'on l'avait accueilli. Ensuite, presque aussitôt, apparurent le major et le gouverneur. Celui-ci, qui était aimé et même estimé de tout le monde, parcourut toutes les chambrées en compagnie du major, souhaita un joyeux Noël au forçat, passa dans la cuisine et goûta la soupe aux choux, succulente ce jour-là, qu'on y avait mis cuire une bonne livre de viande par détenu. En outre, une bouillie de millet où le beurre n'avait pas été épargné mijotait sur le feu. Quand il eut reconduit le gouverneur, le major donna le signal du repas, mais les détenus s'efforçaient de ne pas se trouver sous ses yeux. Quand il eut reconduit le gouverneur, le major donna le signal du repas, mais les détenus s'efforçaient de ne pas se trouver sous ses yeux. Il craignait le regard hargneux qui, de derrière en lunettes, se promenait de droite et de gauche pour découvrir, même en ce moment, un désordre à réprimer ou un coupable à punir. On se mit à table. Le cochon de lait d'Akim Akimich était rôti à point. Je ne sais pas comment cela se produisit, mais 5 minutes à peine après le départ du major, on s'aperçut qu'un nombre considérable d'hommes étaient ivres, tandis qu'en sa présence, personne ne semblait avoir bu. Bien des faces devenaient rouges et luisantes. Une balalaïka fit son apparition. Le Polonais au violon était déjà engagé pour la journée et suivait un bamboucheur en raclant de joyeux airs de danse. Les conversations se firent plus animées, plus tapageuses. Néanmoins, le repas s'acheva sans grand tumulte. Tout le monde était rassasié.
La plupart des vieux, surtout les gens graves, allèrent tout de suite se coucher. C'est ce que fit Hakim Hakimich, supposant sans doute que dans les grandes fêtes, la sieste est de rigueur. Le vieux croyant de Starodoub sommeilla un moment, puis s'étendit sur le poêle, ouvrit son livre et se mit en prière. Il resta ainsi jusqu'à la nuit. Il resta ainsi jusqu'à la nuit noire, presque sans s'interrompre. Le spectacle de cette honte, ainsi qu'il appelait l'ivresse générale des forçats, lui était pénible. Tous les circassiens allèrent s'asseoir sur le seuil et contemplèrent avec une curiosité. Tous les circassiens allèrent s'asseoir sur le seuil et contemplèrent avec une curiosité mêlée de dégoût les ébats des ivrognes. Je fis la rencontre de Noura. Yaman, Yaman, ce qui veut dire c'est mal, me dit-il en hochant la tête, avec une indignation d'honnête homme. Oh Taman, Allah se fâchera. Isaï Ivanovic, Isaï Fomitch, l'air provoquant et têtu, alluma une bougie et se mit au travail, pour bien montrer que la fête ne le concernait pas. Dans les coins, les parties de cartes s'organisaient. On ne craignait pas les invalides. Néanmoins, à cause du sous-officier qui pourtant fermait les yeux, on plaça des sentinelles. L'officier de garde vint faire sa ronde par 3 fois. À son approche, on cachait les ivrognes, les maïdanes disparaissaient. Lui-même d'ailleurs semblait résolu à ne pas voir les légères infractions au règlement. Un jour de fête, l'ivresse n'était pas considérée comme un méfait. Peu à peu, l'animation augmentait et les disputes commencèrent. Mais comme le plus grand nombre avait gardé leur sang-froid, les ivrognes ne manquaient pas de surveillants. Cela vraiment dépassait la mesure. Gazine triomphait. Il se promenait d'un air radieux autour de sa place. Il venait justement de transporter dans ce coin l'eau de vie dissimulée jusqu'alors derrière les casernes dans un endroit secret. Il riait d'un rire fourbe en regardant ce qui venait consommer, mais il ne touchait pas une goutte d'eau de vie. Son attention étant de riboter à la fin des fêtes, quand il aurait complètement vidé les poches de ses camarades. Les casernes retentissaient cette chanson, mais la saoulerie devenait infernale, et les chansons préludaient aux larmes. Beaucoup se promenaient par bandes, leur peau de mouton jetée négligemment sur l'épaule, en passant d'un air crâneur les cordes de leur balalaïka. Dans la section spéciale, une huitaine d'hommes,
avait même organisé un chœur. Il chantait fort bien, accompagné de balalaïka et de guitare. Mais les mélodies vraiment populaires faisaient exception. Je ne me souviens que d'une, admirablement chantée. Hier, moi, jeunette, au festin, j'étais, et dont j'ai retenu une variante que je ne connaissais pas encore. La fin s'augmentait de quelques vers. Chez moi, jeunette, la maison est proprette. Tout est lavé, tout est torché. La bonne lavure des cuillères. Dans la soupe va mijoter. Et la crotte du chambranle, la galette va engraisser. On chantait surtout des chansons dites de forçat que tout le monde connaît. L'une d'elles, intitulée Autrefois et très humoristique, raconte comment un homme qui naguère s'amusait et vivait en seigneur a fini par échouer au bagne. Naguère, il relevait son blanc manger avec du champagne, tandis que maintenant, on me donne des choux à l'eau, et je mords dessus à grincer jusqu'aux oreilles. La suivante, trop connue, était aussi à la mode. Autrefois, j'ai vécu, en gamin fort joyeux. J'avais un capital, dont, gamin malchanceux, j'ai perdu le total. Maintenant, j'ai perdu jusqu'à ma liberté. C'est la captivité. Ainsi de suite. Seulement chez nous, on ne prononçait pas capital, mais copital, en appuyant sur l'eau, car on dérivait le mot de copite, épargner. On chantait aussi des chansons mélancoliques. L'une d'elles, pure chanson de bagne, me semble connue. La lumière d'en haut revient, et voici que bat le tambour. Notre porte ouvre l'ancien. Pour l'appel, le sergent vient. Derrière le mur, tout alentour, personne ne pourrait nous voir, et notre vie ne peut savoir. Seul le souverain des cieux reste toujours malheureux. Une autre chanson encore triste, dont l'air est magnifique, mais les paroles fades et assez incorrectes, a pour auteur un déporté quelconque. Pardon. Une autre chanson encore triste, dont l'air est magnifique, mais les paroles fades et assez incorrectes, a pour auteur un déporté quelconque. Quelques vers m'en reviennent en mémoire. Pays de ma naissance, mes yeux t'ont dit adieu. Je suis un innocent qui vit dans le tourment, condamné pour toujours. Adieu, ô mes amours. Sur le toit, le hibou pleure, et la forêt lui fait écho. Mon cœur se serre en un étau. Jamais plus là-bas, jamais on ne me reverra. On l'a chanté souvent, mais en solo, non pas en chœur. Aux heures de repos, un forçat sort sur le seuil de la caserne, s'assied et réfléchit, le visage dans ses mains, et entonne
cette complainte sur un ton élevé de fausset. La tristesse qui en émane vous déchire l'âme. Les belles voix ne manquaient pas parmi nous. Enfin le crépuscule tomba. L'angoisse, le chagrin, l'ennui lourd reparaissaient à travers la ripaille et la débauche. Celui qui riait une heure auparavant sanglotait maintenant dans quelque coin, après avoir dépassé les bornes de la simple ivresse. Certains avaient déjà eu le temps de se battre 2 ou 3 fois, d'autres encore tout blêmes, tenant à peine sur leurs jambes, chancelaient à travers les chamblées, à travers les chambrées, en provoquant des querelles. Ceux qui avaient le vin triste cherchaient obstinément des amis, afin de soulager leur âme auprès d'eux et d'épancher leur chagrin d'ivrogne. Tous ces pauvres gens avaient tant voulu se réjouir, passer gaiement la grande fête, et Seigneur, quel poids, quel accablement, elle fut pour presque tous. Chacun avait voulu pour cette grande journée se bercer d'une espérance, mais l'espérance ne s'était pas réalisée. 2 fois encore, Petrov accourut auprès de moi. Il avait très peu bu et semblait presque de sang-froid, mais il attendait l'événement qui devait absolument se produire, même à la dernière minute. Ce serait quelque chose d'extraordinaire, de solennel, de profondément joyeux. Il ne le disait pas, mais cela se voyait dans ses yeux. Il courait d'une chambrée à l'autre sans répit, et pourtant rien de particulier n'arrivait. Il ne rencontrait que des ivrognes, des gens qui proféraient des jurons idiots, des visages enflammés par l'alcool. Comme Petrov, Sirotkin, vêtu d'une blouse rouge toute neuve, rôdait à travers les casernes, élégant et propre, et propret. Lui aussi paraissait attendre naïvement. Petit à petit, l'atmosphère de ma chambrée devint irrespirable petit à petit, nauséabonde. Cependant, les spectacles bouffons ne manquaient pas, mais je me sentais si triste, j'avais tellement pitié de tous ces pauvres êtres, j'avais tellement pitié de tous ces pauvres êtres que j'ai tout fait. En voici 2 qui se querellent pour savoir lequel doit régaler l'autre. On voit que cela dure depuis longtemps et qu'ils sont prêts à en venir au coup. L'un d'eux en particulier a une vieille dent contre l'autre. Il se plaint en remuant une langue pâteuse. Il s'efforce de démontrer qu'il vient de souffrir d'une injustice. Durant le dernier carnaval, son camarade lui a vendu une pelisse et l'argent a disparu. Il y a encore autre chose. Le plaignant est un grand gaillard, musculeux, tranquille, pas du tout sot. Mais quand il a bu, il cherche un ami pour s'épancher. Malgré ses jurons et ses griefs, on devine son désir de faire la paix avec l'autre forçat afin de se rapprocher plus étroitement de lui. Celui-ci, trapu, robuste, un visage rond, un, un air rusé
d'intrigant. Il a bu peut-être plus que l'autre, mais on s'en aperçoit à peine. Il a le caractère sérieux et passe pour riche. Il ne tient pas à irriter maintenant son camarade trop expansif. Il le conduit au cabaretier. L'autre soutient toujours qu'il doit lui régler sa dette et lui payer à boire, si seulement il a un grain d'honnêteté, tout en, est, tout en témoignant, tout en témoignant quelque estime pour celui qui paye et un léger mépris pour le forçat expansif qui se fait régaler au lieu de boire à son compte. Tout en témoignant quelque estime pour celui qui paie et un léger mépris pour le forçat expansif qui se fait régaler au lieu de boire à son compte. Le cabaretier sort une tasse et la remplit. Non, Stjopska, à toi de payer, dit l'expansif forçat en soyant invité. Tu me dois de l'argent, voyons. Peu, ce n'est pas la peine de s'user la langue avec toi, rétorque Stjopska. Non, Stjopska, s'agit pas de blaguer, soutient le premier en prenant la tasse des mains du cabaretier. Tu sais que tu me dois, ou bien que tu es sans conscience. Tes yeux, ce n'est pas les tiens. Tu les as empruntés aussi, comme tu empruntes tout. Tu es un salaud, Stjopka. Voilà ce que tu es. Rien que ça, un salaud. T'as pas bientôt fini de pleurnicher? Regarde, tu laisses dégoûter ton eau de vie. On t'a versé, bois, crie le cabaretier à cet ivrogne trop expansif. Faut-il que je t'attende jusqu'à demain? Oui, je bois, pourquoi gueuler? Bonne fête et bonne santé, Stepan Dorofeitch, prononce l'ivrogne poliment, avec une légère révérence. Puis tourné vers celui qu'il traitait auparavant de crapule, il continue, sa tasse à la main. Je te souhaite 100 ans de vie en plus de ce que tu as. Il boit, grogne de satisfaction, s'essuie la bouche. Autrefois, la coterie, j'en ai bien pompé de l'eau de vie, déclare-t-il avec une dignité grave, sans s'adresser à personne en particulier. Mais maintenant, ce temps-là est passé. Grand merci, Stéphane Durofeitch. Ah, pas de quoi. Et maintenant, Stjopka, laisse-moi continuer. À mes yeux, tu es une grande fripouille. Mais je te dirai encore. Et moi, voilà ce que je vais te dire, sale grande ivrogne, interrompt Stjopka impatienté. Écoute bien mes paroles. Voilà le monde. Partageons-le en deux. À toi cette moitié, à moi l'autre. File, et que je ne te revoie plus, tu m'agaces. Alors mon argent, tu ne me le rends pas? Qu'est-ce qu'il te faut encore, pochard? Eh bien, tu sais, dans l'autre monde, si tu me le rends, je ne le prendrai pas. Notre argent, c'est notre travail, notre sueur, mes mains calleuses. Tu t'en repentiras, va, de mes 5 kopecks dans l'autre monde. Fous-moi le camp. Pourquoi me talonner? Je ne suis pas attelé. Allez, allez, file. Crapule.
sale bagnard, et les injures de pleuvoir beaucoup plus dru qu'avant la régalade. Voilà sur le bas-flanc deux amis assis séparément. L'un est grand, robuste, maflu, un vrai boucher au visage rouge. Ils font presque en larmes, tant son émotion est grande. L'autre, débile et fluet, a un long nez d'où semble vouloir dégoûter quelque chose et de petits yeux bleus fixés au sol. C'est un ancien greffier, garçon instruit et malin. Il traite son ami un peu de haut, ce qui ne laisse pas de déplaire à celui-ci. Ils ont vu toute la journée ensemble. Il s'est mal conduit envers moi, crie le gros maflu, en secouant violemment la tête du greffier, qu'il a empoigné de sa main gauche. Se mal conduire signifie frapper. Le gros forçat, ancien sous-officier, envie en secret son ami décharné. Aussi l'utile à l'envie des mots recherchés. Aussi l'utile à l'envie de mots recherchés. Et moi je t'assure que tu as tort, commence le greffier d'un ton dogmatique, en gardant les yeux fixés avec entêtement et avec gravité sur le sol. Il m'a frappé, comprends-tu, reprend l'autre, en tiraillant plus fort la tête de son cher ami. Maintenant, tu es tout ce qui me reste ici-bas, entends-tu? Ainsi je te l'affirme, il s'est mal conduit envers moi. Et je te le répète encore, mon cher, une aussi piteuse disculpation ne peut que te couvrir de honte, réplique poliment le greffier d'une voix grêle. Vois-tu, mon ami, tu ferais mieux de le reconnaître. Toute cette ivrognerie ne vient que de ta propre inconstance. L'ami m'afflue, chancelle un peu en arrière, considère avec ses yeux hébétés d'ivrogne le petit greffier satisfait, et brusquement de toutes ses forces, au moment où s'y attend le moins, il le frappe de son énorme poing en plein visage. Ainsi finit l'amitié de toute une journée. Le cher ami roule évanoui sous le bas-flanc. Mais voici que pénètre dans la chambrée une de mes connaissances de la section spéciale. Un gars toujours de bonne humeur, poinceau, railleur sans méchanceté, et fort simple d'aspect. C'est celui qui, le jour de mon arrivée, cherchait un Richard dans les cuisines en s'assurant qu'il avait son amour-propre et que j'avais invité à prendre du thé avec moi. Il a 40 ans, une énorme lèvre, un gros nez épais, tout bourgeonné. Il tient une balalaïka dont il pince négligemment les cordes. En forçat de très petite taille, remarquable par sa grosse tête, le suit comme un chien. Un forçat de très petite taille, remarquable par sa grosse tête, le suit comme un chien. Celui-ci, je le connais à peine. D'ailleurs, personne ne fait attention à lui. C'est un individu étrange, méfiant, toujours taciturne, toujours sérieux, qui travaille dans l'atelier de couture et s'efforce de vivre en solitaire sans se rapprocher de personne.
Maintenant qu'il est ivre, il s'est attaché comme une ombre à Valarmov, mais il le suit dans une extrême agitation en gesticulant et en cognant du poing contre les murs et le battant, le baflant, en cognant du poing contre les murs et le baflant. Encore un peu, il va pleurer. Varlamov persiste. Varlamov, pardon, semble ne plus le remarquer que s'il n'existait pas. Chose remarquable, ces deux hommes. Chose remarquable, ces deux hommes n'avaient pour ainsi dire aucun point commun, ni par le travail, ni par le caractère. Ils appartenaient à des sections et à des casernes différentes. Le petit s'appelait Boulkin. Dès qu'il m'aperçut, Varlamov sourit. J'étais assis sur mon coin de bas-flanc, près du poêle. Dès qu'il m'aperçut, Varlamov sourit. J'étais assis sur mon coin de bas-flanc, près du poêle. Il s'arrêta à quelque distance, tituba, se rapprocha à pas malaisé et avec un déhanchement de tout le buste, pinçant légèrement les cordes de sa balalaïka, frappant le sol de sa botte, il se mit à réciter. Visage rond, visage blanc, un mésange pour le chant. Ma chérie mienne, dans sa robe de satin, garnie de rouge carmin, est belle comme une reine. Cette chanson eut pour effet de mettre Boulkin en fureur. Faisant des moulinets et s'adressant à tous, il s'écria: c'est menterie sur menterie, les gars, rien que des menteries. Pas un mot de vrai dans tout ce qu'il dit, rien que des menteries. Mes respects au vieillard, Alexandre Petrovitch, dit Valarmov en me regardant dans le fond des yeux. Puis avec un rire crapuleux, il se pencha comme pour m'embrasser. Il avait sa charge d'eau de vie. L'expression au vieillard un tel est un manque de respect employé par le menu peuple en Sibérie. Même quand on s'adresse à un jeune homme de 20 ans. Le mot vieillard a un sens d'estime, de respect, voire de flatterie. Eh bien, Valarmov, comment allez-vous? Tout à la douce. On est content de la fête et sous depuis qu'il fait jour. Vous tâcherez de m'excuser. Valarmov parlait en traînant un peu sur les mots. Le revoilà encore avec ses menteries, cria Boulkin, pris d'un réel désespoir en tapant du poing contre le bas-flanc. Mais l'autre semblait s'être juré de ne pas faire la moindre attention à lui. C'était d'autant plus drôle que depuis le matin, Boulkin ne lâchait pas Valarmov d'une semelle afin de l'empêcher de radoter. Il errait derrière lui comme une ombre, épluchait chacun de ses mots, se tordait les bras, cognait les murs et les bas-flancs à se mettre les mains en sang. Et souffrait visiblement, parce que selon lui, Varlamov mentait comme un damné.
S'il avait eu des cheveux sur la tête, il se laisserait arracher de désespoir. On pouvait supposer qu'il avait pris sur lui de répondre des actions de Varlamov et que chaque faute de celui-ci bourrelait sa conscience. Et le pire de tout, c'est que l'autre ne le regardait même pas. Tout ça, ce n'est que menterie et menterie, pas un mot de vrai, criait Boulkine. Qu'est-ce que ça peut te faire s'exclamaient les forçats amusés. Je dois vous dire, Alexandre Petrovitch, que j'ai été très joli garçon et que les filles m'aimaient beaucoup. Commença de but en blanc Varlamov. Blagueur, rôle blagueur, interrompit Boulkine dans une espèce de hurlement. Tous les détenus pouffèrent. Et moi, je faisais le beau. J'avais une blouse rouge, des pantalons de velours bien larges. Je me couchais comme le comte de la bouteille, quand j'étais aussi sous qu'une barrique. Bref, je m'en donnais à cœur joie. Quel menteur, assura Boulkine avec décision. Dans ce temps-là, j'avais la maison de mon père, une maison de pierre à 2 étages. Mais en 2 ans, les 2 étages ont été par terre. Il m'est resté la porte sans les montants. Que faire? L'argent, c'est comme les pigeons. Quand ils s'envolent, ils s'envolent. Tout ça, c'est des blagues, assura Boulkine avec une décision plus vigoureuse. Quand je suis arrivé ici, j'ai envoyé à mes parents une lettre larmoyante pour qu'ils m'envoient des sous. Dire qu'on prétend que j'ai agi contre la volonté des miens, que je leur ai manqué de respect. Il y a bientôt 7 ans qu'elle est partie, ma lettre. Et aucune réponse demandai-je en souriant. Ma foi, non, répondit-il en souriant lui-même et en rapprochant de plus en plus son nez de mon visage. Et ici, Alexandre Petrovitch, j'ai une amoureuse. Ici, une amoureuse. Onofriev disait l'autre jour, la mienne est toute gréée et laide tant qu'on veut, mais elle a des nippes. Tandis que la tienne est jolie, mais c'est une gueuse qui rôde avec son baluchon. Pas possible. Parbleu, oui, elle m'en dit, répondit-il avec un rire silencieux. Toute la chambrée riait aussi. Chacun connaissait en effet sa liaison avec une pauvresse à qui il avait donné tout au plus 10 kopecks en 6 mois. Et alors, demandai-je, désireux de me débarrasser de lui. Il garda un silence réticent, me considéra et prononça la bouche en cœur. Rien qu'à cause de tout ça, ne m'avanceriez-vous pas de quoi boire une tasse?
Voyez-vous, Alexandre Petrovitch, toute la journée, je n'ai avalé que du thé, ajouta-t-il avec gentillesse en prenant mon argent. Le thé me barbote là-dedans. J'en perds le souffle. J'ai le ventre qui grouille, comme une bouteille qu'on secoue. Au moment où il empocha l'argent, le désespoir de Boulkine dépassa toutes les bornes. Il était prêt à pleurer et gesticulait comme un possédé. Enfant du bon Dieu, hurla-t-il, en s'adressant à toute la chambrée ahurrie. Enfant du bon Dieu, hurla-t-il, en s'adressant à toute la chambrée ahurie. Regardez-le, rien que des menteries et des menteries. Qu'est-ce que ça peut te foutre, enfin lui crièrent encore les forçats, étonnés de sa fureur. T'es pas ma boule, dis. Non, je ne laisserai pas blaguer ainsi, hurla encore Boulkine en roulant des yeux et en assenant un formidable coup de poing sur le bas-flanc. Je ne veux pas de ces menteries. Les rires éclatèrent de nouveau. Varlamov, ayant reçu ce qu'il voulait, s'inclina devant moi et se hâta de sortir de la caserne en titubant, pour aller bien entendu tout droit chez le cabaretier. À ce moment, il sembla apercevoir Boulkine pour la première fois. Eh bien, en route, lui dit-il, en s'arrêtant sur le seuil pour l'attendre, comme si cet entêté lui était indispensable. Espèce de ballot, s'écria-t-il en poussant devant lui Boulkine d'un air méprisant et en faisant vibrer de nouveau sa balalaïka. Mais comment décrire le tumulte de cette journée suffocante? Enfin la voilà terminée. Les détenus s'assoupissent lourdement sur le bas-flanc, parlent, bredouillent, rêvent encore plus que d'habitude. Par-ci, par-là, on joue encore aux cartes. Mais la fête elle-même, la fête si longuement attendue, est terminée. Demain, c'est de nouveau un jour ouvrable. C'est de nouveau la corvée.